Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à la forêt dans tous ses états. Je suis Jean-Pierre Rodriguez, chef de projet données à la région Grand Est et en charge de la plateforme Data Grand Est. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme tous les premiers jeudis du mois, presque, pour une heure d'échange de 11h à midi sur un sujet en lien avec la data. C'est le principe de jeudi, adonnez-vous à la donnée. Ainsi, nous vous invitons dès à présent à noter la date du prochain webinaire qui aura lieu le 4 juillet et qui sera consacré à la présentation de la plateforme Data Grand Est, de la future plateforme, Data Grand Est. Vous avez également à l'écran les principales dates des prochains webinaires en haut à droite et qui auront lieu en 2024. Avant de commencer, quelques rappels pour s'assurer du bon déroulement de cet événement. Tout d'abord, merci de privilégier le navigateur de Chrome au lieu de Mozilla ou Edge. Ensuite, durant les présentations, n'hésitez pas à poser des questions en utilisant l'onglet questions et réservez plutôt l'onglet chat pour des observations ou des conversations ou des discussions entre vous. Enfin, l'ensemble des vidéos ainsi que des supports de présentation seront disponibles sur le site de Data Grand Est et sur la chaîne YouTube de Data Grand Est d'ici à une semaine. Donc, nous aurons ce matin à 4 présentations. La première concernera les données de l'IGN et l'observation des forêts françaises et sera présentée par Antoine Collin et Benjamin Piton. Donc, je vous demande de vous présenter en quelques mots. Bonjour, donc Benjamin Piton, je suis directeur adjoint de l'IGN, Institut National d'Information Géographique et Forestière, basé à côté de Nancy à Champignelles pour Nord-Est et Outre-mer, et je suis également ingénieur forestier. Parfait, merci. Ensuite, on aura la présentation très brièvement d'Enora Lericollet pour la démarche de l'Observatoire de la forêt en Grand Est. Bonjour à tous, donc Enora Lericollet, je suis chef de projet données au sein de la région Grand Est, plutôt spécialiste de la donnée géographique. Merci Enora. Et ensuite, la troisième présentation sera consacrée aux données LIDAR à l'ONF en ayant en cas d'usage les massifs vosgiens, présenté par Nicolas Degarne. Oui, bonjour à tous, je suis Nicolas Degarne, je suis responsable du système d'information géographique à l'ONF pour la partie Est de la DT Grand Est et je suis basé à Strasbourg. Merci de l'invitation. Merci Nicolas. Et finalement, l'analyse des dépérissements et de la reconstitution en forêt privée du Grand Est qui sera présentée par Fiona Alati. Bonjour à tous, Fiona Alati, je suis ingénieure référente défense des forêts contre les incendies au CNPF Grand Est. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'analyse des dépérissements et de la reconstitution que j'ai effectuée en tant que chargée de mission en 2021-2022. Parfait, merci Fiona. Merci à tous. Je suis également accompagné pour ce webinaire par Bruno Iraché de la société Realia qui nous accompagne dans les actions d'appui d'animation. Oui, bonjour à tous, à toutes. Très heureux de partager ce moment avec vous et avec Jean-Pierre. Parfait, merci beaucoup Bruno. Et donc, Bruno sera en charge de la modération des questions lors de ce webinaire. Je laisse maintenant la parole à Benjamin pour sa présentation. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter les données produites en matière forestière par l'IGN avec plusieurs types de données, donc des données qui sont produites au niveau national avec un modèle qui est national, donc on a une couverture générale du territoire métropolitain et donc des données notamment en Grand Est. Donc, vous êtes nombreux à connaître les produits IGN, essentiellement nos géodata qui sont disponibles sur geoservice.ign.fr.
Donc, en termes de forêt, on va avoir globalement 3 catégories de produits de data qui sont aujourd'hui disponibles. On va avoir un premier produit qui est la BD Forêt. Donc, c'est la couche de données de référence géographique qui donne à la fois le contour des espaces forestiers et la couverture en termes d'essences forestières. Donc ça, c'est la donnée géographique de référence. La deuxième donnée qu'on va avoir, c'est une donnée statistique qui est collectée sur le terrain par des opérateurs dédiés et qui sont les données forestières de l'inventaire forestier national. Donc ça, c'est la mission principale en termes de forêt de l'IGN. Et puis, on a des produits génériques qu'il ne faut pas oublier quand on travaille sur des sujets forestiers, des produits génériques qui sont vraiment transverses, qui sont plus connus. Donc, les bases de données de référence de l'IGN, notamment la BD Topo, dans laquelle on va retrouver des données, par exemple, sur les réseaux de desserte et donc le filaire routier, y compris en forêt. On va avoir les orthophotos qui sont très utilisées en forêt, et puis les données du lidar HD. Donc là, Nicolas Degarme vous en parlera un peu ensuite en termes d'utilisation. Donc l'IGN produit ces données lidar HD sur tout le territoire, les diffuse en données brutes et classifiées, sachant que derrière, il y aura la production des produits dérivés MNT, MNS, MNH. Et à ce jour, pour l'instant, pas d'autres valorisations internes. Donc le premier produit dont je vous ai parlé, c'est la BD Forêt, c'est la base de vecteurs de référence pour la forêt. Elle est librement téléchargeable comme nos autres bases de données de référence. Par contre, donc cette donnée, elle est bien cohérente avec le RGE. Elle est cohérente avec la couche végétation de la BD Topo qui en est dérivée. La donnée qui est disponible aujourd'hui, elle est réalisée par emprise entre 2007 et 2018, par emprise départementale. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas une homogénéité temporelle. C'est une production qui a été faite par photo-interprétation manuelle de prise de vue aérienne infrarouge couleur, avec un seuil minimal à 0,5 hectares au niveau France entière. Ça fait à peu près 2 millions de polygones dans cette base de données, donc elle est quand même costaud. Et chaque polygone est classé en fonction de l'essence principale. Donc, on a soit des essences pures, soit des essences mélangées. Et puis, on a aussi les landes dans cet ensemble. Cette production, elle est faite manuellement et elle est contrôlée par un enrichissement terrain. Donc, aujourd'hui, elle est souvent utilisée soit pour faire des croisements avec d'autres bases de données géographiques, soit pour repérer certains îlots de peuplement. Le deuxième produit, et pas des moindres, c'est l'inventaire forestier annuel. Donc, c'est un inventaire forestier qui est réalisé depuis la fin des années 50 en France, donc avec une masse de données qui est vraiment conséquente. Et c'est l'outil d'observation permanent des forêts métropolitaines qui est déployé par l'IGN. Donc, la spécificité de cet outil d'observation d'inventaire, c'est que c'est un inventaire statistique, mais sur des placettes géoréférencées. Donc, comment ça fonctionne? On a une grille France entière à maille kilométrique. Et dans chaque maille de cette grille, on va tirer aléatoirement un point qu'on va aller visiter pour faire des relevés terrain. Donc, avant de le visiter, on fait une photo-interprétation sur PVA IRC pour déterminer notamment si c'est de la forêt ou pas de la forêt. Et pour tous les points forestiers, on va faire une collecte sur le terrain d'un ensemble de données. On fait une première collecte sur notre échantillon annuel, donc sur 1/5 de la grille. Et puis, au bout de 5 ans, en plus de faire la collecte des données sur le nouvel échantillon annuel, on revisite les peuplements une deuxième fois, ceux qu'on a déjà vus il y a 5 ans, pour pouvoir détecter les arbres coupés et les arbres morts, ce qui nous permettra d'évaluer des flux de mortalité et de récolte. Donc, ces points d'inventaire, habituellement, on va utiliser 5 années consécutives de données pour avoir un échantillon suffisamment important pour produire des données statistiquement significatives. Donc, ça fait à peu près 30 000 placettes France entière. Si on regarde sur Grand Est, ça va faire à peu près 4 000 placettes qui vont être mobilisées quand on va calculer des résultats.
En Meurthe-et-Moselle, 356. Et donc, vous imaginez bien que plus on va descendre, moins la qualité statistique sera bonne. Et donc, on va atteindre un seuil où on ne pourra pas utiliser les résultats de l'inventaire forestier national. À l'échelle d'une commune, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va collecter comme données et mettre à votre disposition? On a des données dites dendrométriques, donc les mesures des arbres. On a la description du sol. Donc, on fait une fosse et on note des données pédologiques. On fait un relevé floristique complet. Donc, avec ces données de l'inventaire forestier, on a la plus grosse base de données floristiques sur les forêts françaises. On décrit également les habitats naturels et on relève le bois mort. Donc, avec toutes ces données collectées sur le terrain, ce sont les données brutes, on peut calculer tout un ensemble d'indicateurs de données, hein, donc un nombre quasi infini d'indicateurs, essentiellement de surface, de forêt, des volumes de bois, du stock de carbone, mais aussi des éléments sur les surfaces de forêt gérées, les types de coupes réalisées, l'accroissement, la mortalité, les prélèvements, donc qui sont les flux de bois, la croissance, et puis des données plutôt de biodiv sur l'écosystème forestier. Donc, pour accéder à ces données aujourd'hui, vous pouvez accéder librement aux données brutes sur le site de l'inventaire forestier, inventaire.forestier-forestier.ign.fr, dans l'outil Data IFN. Donc là, je vous ai mis un exemple. Si, par exemple, vous voulez un cartogramme de placettes avec un habitat particulier, donc j'ai pris dans le cas présent la haie tréchénée à Aspérul, on peut sélectionner ces types de données, afficher les placettes avec ce type d'habitat et télécharger les données pour réaliser soi-même son cartogramme. Donc ces données, elles sont totalement libres, avec quand même une restriction qui n'est pas des moindres, c'est que dans la mesure où c'est un inventaire statistique, avec un secret statistique des données personnelles, on ne communique pas les coordonnées exactes des points. Donc, chaque point dont vous allez télécharger les données, elles sont affichées au centre de la maille de l'échantillon. Donc, au plus loin possible, elles vont se retrouver à 700 mètres du point réel, c'est-à-dire la diagonale du carré d'1 kilomètre de côté. Donc, ça veut dire que c'est utile pour faire une représentation plutôt globale, mais pas pour descendre à une échelle très fine de la parcelle, par exemple. La deuxième précision, c'est que ces placettes d'inventaire, comme c'est un échantillon, elles sont assorties d'un poids statistique et que ce poids, vous n'en disposez pas dans les données. La deuxième possibilité, c'est d'accéder à des données calculées. Donc, à partir de toutes ces données brutes, on peut calculer des volumes, des surfaces, je vous l'ai dit. Donc, je vous ai mis là, par exemple, un exemple sur le site ocregp.ign.fr. Vous pouvez, dans le cas présent, connaître le volume de bois des principales essences en Grand Est en forêt privée, mais il y a toute une possibilité de ventilation assez large pour réaliser des calculs. Donc, dans le cas présent, on va sélectionner la variable à calculer, on va cliquer sur volume, on va prendre les 5 dernières années, puisque c'est la durée recommandée pour utiliser notre échantillon. On va sélectionner les données dites de ventilation. Je veux un volume réparti par espèce et par type de propriété. Et j'obtiens un résultat qui sera systématiquement assorti d'un intervalle de confiance. Donc ça, ce sont des données calculées standards. Pour des choses un petit peu plus spécifiques, il est toujours possible de solliciter les équipes de l'IGN. Je vais laisser la main à mon collègue Antoine Collin qui est là, qui va monter sur scène pour vous présenter la suite de nos données avec l'Observatoire national des forêts. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je vais continuer à faire défiler. Oui, oui, Antoine. Vous m'entendez bien? Merci. Par contre, la caméra, il semble que j'ai un problème. J'arrive pas à l'afficher. Bon, je commence. Ok, donc ces informations qui sont collectées par l'IGN sur les forêts sont en fait une mine d'or puisqu'elles sont disponibles partout, en continu et selon un protocole documenté et constant. Toutefois, pour éclairer en fait la prise de décision à l'échelle nationale, régionale et locale, les décideurs, ils ont besoin d'informations
riche d'informations mises en contexte. Ils ont besoin en fait de croiser les informations, par exemple dans les crises qu'on rencontre aujourd'hui, notamment dans le Nord-Est avec la crise climatique, les crises scolytes. Il y a besoin en fait de combiner différentes sources d'informations et aussi d'avoir des informations de contexte pour comprendre ce qui se passe et pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement, en fait, à l'occasion des Assises de la forêt du bois au niveau national, en 2022, a décidé de créer l'Observatoire des forêts françaises. Et en fait, on a confié l'animation à l'IGN en tant qu'institut chef de file de l'information forestière en France. Donc l'Observatoire des forêts françaises, qui est accessible en ligne depuis juillet 2023, on a la première version du site et la deuxième arrivera fin 2024 avec beaucoup plus de services et une ergonomie aussi un peu repensée. Son positionnement, c'est de réunir les informations déjà existantes et d'aider à les interpréter, à les analyser et à les utiliser. Le positionnement, c'est pas un positionnement de rediffusion de données brutes. Ça, il y a des plateformes qui existent, l'IGN, Data Grand Est, d'autres outils qui existent. Notre positionnement, il est plutôt dans l'interprétation, l'analyse des données. On va jusqu'à la diffusion d'indicateurs, donc des informations qui vont être utilisables par un utilisateur final, un décideur. Voilà. On a différents profils, mais on vise beaucoup cette aide à la décision. Alors, du coup, c'est des contenus qui sont organisés en thématiques. On fait une analyse des enjeux, une analyse des tendances. On a des clubs d'experts qui travaillent justement sur différentes thématiques. Aujourd'hui, on a des thématiques atténuation, donc carbone, adaptation des forêts au changement climatique, une thématique sur la santé des forêts, des questions autour des feux de forêt. On a une thématique biodiversité qui a été mise en ligne pas plus tard qu'hier, avec des nouveaux contenus sur la biodiversité. Et puis une thématique importante sur finalement la bioéconomie, tout ce qui va concerner la récolte de bois et les usages des bois. Donc voilà, c'est un processus en cours de construction. Donc on a un catalogue de ressources, évidemment, qui va contenir, vu ce que je vous disais précédemment, des informations de type contenu éditorial, analyse des enjeux sur le carbone, par exemple. Pourquoi on s'intéresse au carbone, c'est quoi l'atténuation, la différence entre stock et flux de carbone. On va avoir des rapports d'études qu'on va diffuser. Typiquement, l'IGN vient de mettre en ligne un rapport sur le carbone en 2050. Non, c'est pas là, Benjamin, encore, mais je vais aller vite après. On a des guides pratiques aussi pour la gestion forestière, par exemple, et puis on a des données quand même, évidemment, et des indicateurs. Donc c'est là où on peut passer à la slide suivante. Quelques exemples sur les données et indicateurs. Benjamin, est-ce que tu peux passer la diapo ? Sinon, je continue. Voilà. Donc, on a par exemple les informations qui sont mises à disposition dans l'observatoire sont par exemple sous la forme du kiosque de cartes thématiques. Là, j'ai mis l'adresse. Vous allez pouvoir consulter en fait des informations regroupées en thématiques sur la santé des forêts, sur le carbone, ainsi de suite. Donc là, on présente par exemple une carte sur le carbone. Et puis, il y a la possibilité de télécharger la donnée. Donc là, en l'occurrence, c'est des cartes statistiques, ce que je présente à l'écran, sur le stock moyen de carbone à l'hectare dans les forêts des Vosges. Donc, vous pouvez récupérer la donnée et la réutiliser dans votre SIG, par exemple. On a également des cartes géographiques natives, puisque Benjamin vous présentait l'IFN tout à l'heure, c'est des données statistiques en fait qui sont mises en carte. On a aussi des cartes géographiques natives, comme les dégâts de scolytes, par exemple, que vous pouvez consulter sur ce site. Donc voilà, on va enrichir au fur et à mesure. On a également, sur la diapo suivante, des informations sur la biodiversité, avec là un petit outil qu'on a mis en ligne donc hier, qui permet d'interroger en fait la biodiversité forestière selon un certain nombre d'indicateurs. Et puis vous pouvez également télécharger les informations. Alors là, c'est plutôt du CSV pour des réusages derrière, avec une certaine profondeur temporelle sur la carte que j'affiche ici. On peut comparer l'évolution, par exemple, de la surface plantée entre 2005-2014 à gauche de la carte et 2015-2022 à droite. Et puis, vous pouvez jouer avec le petit curseur pour voir comment ça évolue. Et puis, diapo suivante, qui est ma dernière. Les informations sont compilées également dans un service qu'on appelle les forêts de mon territoire, qui permet d'avoir en fait une fiche d'identité des forêts d'un territoire donné. Et on peut, donc là dans mon exemple j'ai retenu les Vosges, et on peut comparer
les forêts des Vosges aux forêts du Grand Est, par exemple, pour identifier un petit peu les spécificités de chaque territoire. Donc là, l'idée, c'est d'avoir sur ce service-là, vous voyez un peu de texte, des graphiques, des possibilités de télécharger les données, donc plutôt de l'éditorial, hein, enfin un mix d'informations, et beaucoup d'indicateurs qui sont regroupés en thématiques et qu'on compte bien enrichir avec des thématiques nouvelles et des thématiques qui sont portées par d'autres acteurs que l'IGN. Donc voilà, projet Observatoire des forêts françaises en cours de construction toujours, et voilà. J'en ai terminé et on peut peut-être passer à quelques questions s'il reste un peu de temps. Merci beaucoup Antoine, merci Benjamin. Et oui, on a deux questions. Est-ce que Bruno pourrait m'aider à... Alors, Merci. première question de Bertrand Dorner sur le fait que les données de l'ONF étaient et sont toujours pour l'instant disponibles sur la plateforme Carmen, qui effectivement doit s'arrêter fin 2024. L'info dont je dispose, c'est qu'effectivement l'ONF travaille là sur une nouvelle plateforme pour diffuser les données en open data, données majoritairement SIG. Donc voilà, il y aura une nouvelle plateforme qui remplacera Carmen pour diffuser les données open data de l'ONF avant la fin de l'année. Et l'autre D'accord, merci. voilà. Et ensuite, il y avait une autre question. Ouais. Est-il possible d'indiquer votre point de vue entre l'utilisation de la BD Forêt et de l'OCSGE? Ça, c'est plutôt une question pour l'IGN. Oui, je vais avoir un peu du mal à vous répondre dans la mesure où je ne connais pas bien le produit OCSGE produit en région Grand Est, qui est un petit peu spécifique et qui n'a pas été produit avec l'IGN. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous donner de comparaison. Ce que je peux vous dire sur la BD Forêt, d'abord, c'est le fait que comme c'est une production nationale, vous avez la possibilité d'utiliser les polygones BD Forêt pour faire du calcul dans notre région, mais aussi pour se comparer avec d'autres régions. Vous n'avez pas le problème de limite départementale. Et puis, la dernière chose, c'est que pour la BD Forêt, vous allez avoir des précisions sur les essences qui sont quand même assez poussées. Donc, vous pourrez voir où est-ce qu'on a du sapin épicéa, où est-ce qu'on a de la hêtraie, où est-ce qu'on a du pin laricio. Donc, si vous avez besoin de précision sur la composition des peuplements, vous le trouverez dans la BD Forêt et je ne pense pas que ce soit existant dans l'OCSGE, ou en tout cas pas au-delà d'une information feuillu résineux. En général, ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est que nous, toutes les faces de la BD Forêt existantes ont été produites manuellement par des photo-interprètes qui sont des photo-interprètes forestiers et qui sont donc spécialisés dans la reconnaissance des essences, donc qui ont pu manuellement revoir toutes les limites des polygones. Ok, très bien, merci. Bon, c'est un bon sujet de travail, ceci dit, hein, de comparer ces deux bases de données à l'échelle d'un territoire comme la région Grand Est. Ouais, si quelqu'un veut se lancer, ça peut être intéressant. D'accord. Et je vous rappelle que l'ensemble des questions et des réponses seront ensuite, d'ici une semaine, disponibles sur le site d'Adarantes. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions en ce moment parce qu'on a d'autres présentations, mais Benjamin et Antoine vous répondront sur un document où on va rassembler toutes les questions. Donc, merci Benjamin, merci Antoine. Et maintenant, je passe la parole à Enora Léry-Collet pour sa présentation. Oui, bonjour. Alors, est-ce que le partage fonctionne bien? Oui, j'ai l'impression. Donc, effectivement, là, l'idée, c'est de présenter une démarche qui est complémentaire, hein, ce qui nous a été présenté par Benjamin et Antoine. Donc, c'est une démarche d'observatoire régional des enjeux forestiers en région Grand Est. Donc, c'est une démarche qui est initiée déjà depuis un certain temps avec tout un collectif d'acteurs. Et on s'est dit que c'était assez opportun ce webinaire dédié à la forêt pour justement communiquer un peu auprès de vous sur ce qui est en train de se mettre en place.
Donc, pourquoi un observatoire régional de la forêt? C'était vraiment l'idée de disposer, pouvoir partager assez largement des connaissances sur les enjeux forestiers, mais en prenant vraiment en compte les besoins et les spécificités locales de la région. L'idée aujourd'hui, cette présentation, c'est vraiment plutôt de partager avec vous la philosophie qu'il y a derrière cette démarche, puisqu'elle est toujours en cours. Voilà, on est en train de la mettre en place, même si on a déjà bien avancé. Donc, derrière la philosophie de la démarche qui se veut vraiment collective, on est tout un collectif avec une quinzaine d'acteurs et structures du territoire du Grand Est, donc aussi bien du monde de la recherche, des associations, des structures tournées sur les données environnementales, économiques, etc. Et ça nous semblait vraiment essentiel d'avoir tout ce monde autour de la table pour créer ce collectif, puisqu'on pense que c'est les acteurs qui sont du territoire qui sont les plus à même de connaître les enjeux autour de la forêt. Donc là, bon, je vous montre un peu le fonctionnement de notre collectif, à savoir qu'on est accompagné par un prestataire, donc une agence qui s'appelle 28 degrés Design, qui nous aide à monter des ateliers pour permettre à chacun de s'exprimer et sortir de l'intelligence collective avec tout ce réseau d'acteurs et essayer d'avoir une vision commune autour de ce que pourrait être le futur observatoire régional des enjeux forestiers. À ce stade, dans le collectif, on a estimé qu'il y avait 4 axes qui étaient assez essentiels à traiter et à présenter dans cet observatoire. Dans le cadre de la prestation, on va en traiter que 2, donc qui sont la santé et la résilience des forêts et la ressource en bois et l'économie du territoire. À savoir que les autres axes seront bien entendu traités par la suite, puisqu'on veut vraiment couvrir tous les services qui sont rendus par la forêt en Grand Est. À ce stade, on en est justement à ces ateliers qui nous permettent, sur ces 2 thématiques, d'identifier à terme quels sont les usages, mais aussi les services que l'on souhaite que l'observatoire régional puisse rendre à des décideurs, au grand public, etc. Et bien entendu, quelles seraient les données à mobiliser pour répondre à ces enjeux-là. Donc, la seconde partie, c'est plutôt pour vous parler de cette philosophie autour de la donnée qu'on essaye d'insuffler dans les projets d'observatoire et également dans ce projet d'observatoire des enjeux forestiers. Bon, là, c'est très synthétique et très linéaire. On sait qu'autour de la donnée, c'est un peu plus complexe que juste ce que je présente là. Mais l'idée, c'est vraiment d'insuffler une dynamique, notamment auprès des acteurs qui auraient des données publiques qui ne sont pas publiées à ce jour sur la plateforme Data Grand Est. On essaye, nous aussi, à la région, sur les aspects données, de se positionner comme accompagnateur des structures pour la publication, la description des données et vraiment les accompagner dans cette ouverture des données dont ils peuvent disposer, qui pourraient être d'intérêt collectif et donc qui pourraient être remobilisées par d'autres acteurs. Par ailleurs, on sait qu'on a quand même des données, comme ça a été évoqué par la présentation de l'hygiène, qui ne sont pas publiables telles quelles pour des raisons de secret statistique, secret des affaires, etc. Mais c'est quand même des données avec lesquelles on sera amené à interagir pour croiser avec d'autres données de différents acteurs, etc., pour créer de la nouvelle connaissance pour qu'on puisse ensuite alimenter cet observatoire régional des enjeux forestiers. Donc voilà un peu tout le process, un peu tout l'esprit qu'on essaye de mettre dans cette démarche, avec toujours cette idée vraiment de partager de la connaissance, permettre de l'accessibilité aux données et vraiment permettre aussi de la création de connaissances nouvelles avec tout ce partage de données. Donc voilà, le but de l'intervention, c'était vraiment d'aller assez rapidement pour pas prendre sur les autres, mais on tenait vraiment à pouvoir vous informer de cette démarche. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on en est encore au stade alors, on est un peu plus qu'au stade de la réflexion, mais voilà, on est encore en train de constituer vraiment la finalité de l'observatoire, mais évidemment, nous ne manquerons pas de partager avec vous et de vous tenir informés lorsqu'on lancera la plateforme. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci, Enora. Je pense que c'est des questions plutôt par rapport au premier sujet. Peut-être je ne trouve pas complètement lié à ton sujet de
de l'observatoire ou dans la région Grand Est, il me semble. Donc, en tout cas, s'il y a des questions pour les participants, n'hésitez pas à poser des questions sur l'onglet questions. Merci Nora. Donc, je passe la parole, je laisse la parole à Nicolas Degarne de l'ONF. Oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter les données qu'on utilise. Je vais juste configurer. Donc, je vais vous présenter les données qu'on utilise à l'ONF, parce qu'on a récupéré les données LIDAR dans le cadre récemment, et donc on a mis en place tout un processus de mise à disposition de données. Et je pense que ça peut être intéressant de vous montrer un peu globalement le projet. On va pas rentrer dans les détails trop techniques, c'est un peu un panorama assez large de ce qu'on peut faire avec les données à l'office. Donc ma présentation, elle va se passer en 3 parties. La première, ça sera un rappel sur le fonctionnement un peu du LIDAR et des livrables associés, la modélisation qu'on a mis en place, et ensuite vous parler un peu des livrables qui sont mis à disposition au sein de l'Office. Donc juste pour replacer le projet, on profite du plan LIDAR HD de l'IGN dans le cadre du plan France Relance, où il y a eu une couverture nationale du territoire qui a été fait avec un vol LIDAR qui est prévu sur plusieurs années, et dans lequel on a intégré un projet de modélisation pour le massif vosgien. Donc c'est un projet un peu global sur plusieurs blocs de données. Et donc je vais vous présenter un peu la synthèse de ce travail-là. Donc pour l'exemple, on va se placer au cœur des Vosges, à Saulcy-sur-Meurthe, dans le bloc RF, et on va remonter un peu dans le temps. Parce qu'on va se placer en 2021, quand il y a eu les premières phases d'acquisition. Donc, ce qui se passe, on parle de LIDAR à balayage parce qu'il y a un balayage du territoire qui a été fait avec un nombre de vols multiples, avec un passage de bande qui permet d'aller acquérir de la donnée. Donc, l'acquisition a été faite sur ce vol avec des données de Syntegra sur une surface LIDAR à peu près 19 000 km². Et la date d'acquisition est importante parce que ça a eu lieu entre janvier et avril 2022. Et c'est important pour l'ONF parce que c'est des données qui sont prises en théorie hors feuille. Donc du coup, on peut bien identifier la partie des feuillus et des résineux qui sont pas encore, et des feuillus qui sont pas encore en feuille. Donc c'est une donnée qui est intéressante. Et on parle de données LIDAR, juste en un mot, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme anglais de Light Detection and Ranging, et c'est un appareil qui va envoyer un faisceau laser, comme le fait un radar, et on va récupérer des échos. Donc, une fois que le signal est envoyé, dès qu'il touche quelque chose, il va revenir à l'émetteur et on va capturer l'information. Donc, si on analyse ce faisceau, il y a une relation avec la distance et ça nous permet d'avoir un nuage de points en 3D avec des valeurs en X, en Y et en Z qui traduisent de l'élévation. Donc, ça nous donne un nuage de points 3D brut. Donc, une étape qui est faite, c'est la classification qui nous permet d'aller récupérer les informations de ce nuage de points. Juste un mot sur la qualité du nuage. Sur le vol, on est sur 18 points du mètre carré. C'est des bons indicateurs. Il existe aujourd'hui des très hauts indicateurs, mais pour nos fonctions de gestion forestière classiques actuellement, c'est assez bonne qualité. Et du coup, je vais passer à la classification. Donc, ce que fait pour la classification, c'est que tous les points, on va les rattacher à différents groupes de classes. Donc, les points de végétation, les points sol. Et sur le terrain, en forêt, il y a aussi des autres objets comme des pylônes en bleu. Donc, on va séparer ces différents objets pour pouvoir traiter la donnée uniquement sur les zones qui nous intéressent. Donc, pour ça, on va passer sur un exemple un peu plus précis. Donc, sur une forêt où on va exploiter ce nuage de points. Donc, le premier indicateur qu'on reçoit, c'est le modèle numérique de terrain. Donc, en fait, dans le nuage de points, on va extraire uniquement les points sol, donc celles qui sont atterris au sol, et ça représente l'altitude du terrain. Donc, avec ça, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des rasters, donc des images matricielles sur lesquelles chaque pixel de 1 mètre traduit de l'élévation du point. Donc, ces données-là, elles ne sont pas forcément utilisables en l'état, mais ce qu'on va
cherché à faire, c'est en dérivé de l'information. Donc, on va utiliser des classes de pente. Donc, à partir du MNT, il y a des algorithmes standards qui permettent de faire des cartes de pente. Et ces cartes de pente, elles nous permettent de voir le micro-relief. Donc, on peut avoir une vision assez précise de la desserte, de la topographie. Ça nous permet d'améliorer nos référentiels et aussi de cartographier les cloisonnements silicoles et d'avoir une gestion un peu plus fine de notre réseau de desserte. Et il y a aussi des informations qui sont importantes dans le micro-relief. On peut voir des zones sensibles d'un point de vue archéologique. Donc, nous, on produit des données standards. Il y a des données qui sont encore plus fines et plus ajustées sur ces données archéologiques. C'est la DRAC qui fait des choses encore plus avancées. Mais nous, on cherche à mettre à disposition des produits un peu standardisés à l'ensemble du personnel. On peut aller plus loin en croisant cette donnée un peu brute avec de la donnée métier. Donc, on va faire des classifications. Donc, sur chaque classe de pente, on va les regrouper pour donner en fonction de chaque classe une fonction d'accessibilité. Donc là, sur cette carte, on peut voir que les zones en orange de 35 à 70% de pente, on va pas pouvoir utiliser le tracteur classique pour aller chercher le bois sur place. On va utiliser des treuils synchronisés. Donc, ça permet, d'un point de vue global, de savoir comment on va exploiter notre parcelle et d'avoir une réflexion en amont pour pouvoir estimer des coûts, prévoir et gérer. Ensuite, on va, à partir des données raster, on va pouvoir comparer avec le modèle numérique de surface, donc c'est la hauteur, et on va pouvoir faire l'interaction entre les deux. Cette modèle numérique de hauteur, on va pas trop l'utiliser parce que ce qu'on va préférer, c'est utiliser le modèle numérique de surface, pardon, on va pas trop l'utiliser. Ce qu'on va préférer, c'est utiliser le modèle numérique de hauteur. Donc, c'est la différence entre les deux. Je suis désolé, j'ai un petit souci de câble. Il n'y a pas de souci, on laisse le temps à Nicolas de récupérer la présentation. Pour l'instant, j'ai vu une question de Laurent Gillet. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce que pourriez-vous la préciser ou spécifier si c'est lié à la présentation des données LIDAR? Après, vous pourrez la réécrire selon les questions. Merci Nicolas, tu peux continuer. Oui, désolé, excusez-moi, petit souci de batterie. Donc du coup, on va comparer le modèle numérique de surface, donc la hauteur, avec le modèle numérique de terrain, le sol, et ça nous permet d'avoir la hauteur de végétation. Donc pareil, pour la hauteur de végétation, on va faire des différentes classes, et ce qui va nous permettre d'avoir une différente visibilité sur les classes de hauteur des peuplements, et ça entraîne des actions un peu particulières en gestion forestière. Donc on va pouvoir déclencher des coupes en fonction de la hauteur et préparer un peu notre martelage pour qu'on ait une vision un peu globale. Et puis ça nous permet d'identifier quasiment des arbres, et donc pour les gros arbres en limite de propriété, on va pouvoir les surveiller pour faire qui est problématique de gestion d'accueil du public en forêt. Donc c'est un panel assez varié de données, avec des données brutes et des données plus travaillées qui répondent à des besoins précis. Donc ces données, elles sont disponibles sur chacun des blocs du projet LIDAR HD. Donc là, je vous ai précisé certains blocs qui ont été utilisés dans le cadre du massif vosgien. Il y en a d'autres qui sont en cours de mise en production. Donc, il y a une carte de l'IGN qui met en statut l'état d'avancement de ces données. Et donc, ces données, ensuite, on va chercher à aller plus loin que juste une donnée brute. On va aller chercher la modélisation et de savoir comment se comportent les peuplements forestiers. Donc, la modélisation, c'est la prédiction de paramètres forestiers à partir de ces données de LIDAR aéroportées. Donc, il y a besoin de différentes choses. Il y a besoin des données LIDAR, ça on l'a, et on a besoin de comparer avec des données de terrain, avec des mesures de placettes de calibration. Donc ces mesures de placettes, on en a fait 915 sur le projet. Pendant l'hiver 2021-2022, c'est important parce que on a besoin d'avoir de placettes de terrain qui se collent au mieux de la réalité du vol. Donc on a eu des financements et puis c'est un projet assez complexe parce que c'est sur plusieurs agences et sur plusieurs DT au sein de l'ONF. Donc, une fois qu'on a récupéré ces placettes, on va pouvoir les comparer avec le nuage LIDAR. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de recalage des données, où on va pouvoir comparer les données pour pouvoir réfléchir à l'étape d'après, qui est la modélisation statistique. Donc, c'est la mise en relation entre
paramètres qui sont mesurés in situ sur les placettes, sur le terrain, et les indicateurs LIDAR. Donc pour ça, on va aller récupérer dans le MNH LIDAR ce qu'on appelle les apex, donc c'est la position de chaque arbre, et ensuite on va comparer avec les placettes pour créer des modélisations statistiques. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est très très technique, mais on pourra en discuter par la suite. Donc une fois qu'on a ces modélisations, on va produire de la donnée. Donc les paramètres forestiers, il y en a une vingtaine actuellement qui sont en mise en production dans la chaîne de traitement, et il y en a d'autres qui sont en cours de réflexion au niveau de la RDI pour la DCR, pour l'archéologie, pour plein d'autres choses. La taille des pixels qui sont produits, c'est 26 mètres. Donc c'est pas au hasard, c'est parce que c'est le lien direct avec la taille de la placette de calibration de 15 mètres de rayon. Donc une fois qu'on a obtenu ces données, on va chercher à les mettre à disposition du terrain et créer des livrables. La première étape, c'est de ne pas les donner justement et de réfléchir en amont avec un document de synthèse. Donc c'est la fiche de modélisation, et c'est un document cadre parce qu'il nous permet de comprendre, c'est des données nouvelles avec des imprécisions qui peuvent exister, et du coup ce document il permet d'accompagner la mise à disposition des données en remettant un accent sur les limites d'utilisation que peuvent avoir ces données-là. Donc je vais vous présenter 3 données rapidement. La première, c'est la surface terrière. Donc c'est une donnée qui est un peu compliquée à expliquer, c'est la somme sur 1 hectare des surfaces de section à 1,30 m. Donc c'est comme si on coupait les arbres à 1,30 m et on récupère toute la surface des arbres. C'est un indicateur qui est clé en sylviculture, ce qui nous permet d'avoir une bonne estimation de la manière de répartition des peuplements. Donc pour cette donnée-là, on est globalement assez précis, on a 72% de coefficient de corrélation, mais sur certains niveaux, on est un peu moins précis quand on est sur des surfaces terrières très faibles, parce que quand on n'a pas beaucoup de données, c'est difficile d'avoir un modèle qui est très, très pertinent, et sur les grands arbres aussi, où on sous-estime un peu le capital. Donc c'est des indicateurs qui sont donnés aussi aux agents pour qu'ils puissent ajuster leurs décisions. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils d'aide à la décision et pas de décision. On ne prémâche pas le travail, donc juste on donne des outils pour pouvoir que le forestier sur le terrain ou l'aménagiste, quand il prévoit la gestion forestière, puisse apporter des solutions concrètes. Donc 2 autres indicateurs, la hauteur dominante. Donc là, on va prendre les 100 plus grands arbres à l'hectare, et pour chaque pixel, on va redonner la valeur. Pareil, ça permet de voir sur une parcelle ou plus large les endroits où il y a des hauteurs dominantes importantes. Le ratio est fait aussi au niveau des diamètres, donc pour récupérer les diamètres dominants. Et ensuite, on peut avoir d'autres analyses qui sont directement issues du nuage de points. Ça va être du MNH, ça va être la trouée. Donc on va pouvoir voir là où il y a des trouées, là où il n'y a pas eu de trouée, en segmentant le nuage de points. Donc toutes ces données, elles sont mises à disposition de plusieurs manières à l'ONF. La principale, ça va être un outil qu'on a développé en interne pour l'usage interne qui s'appelle Visulide, et qui permet à la fois d'afficher les données et aussi de produire des analyses sur des polygones ou sur des parcelles. Donc ça permet de préparer le martelage pour parcourir quantitativement la donnée, préparer aussi les différentes autres actions qu'on fait en sylviculture. Et l'avantage de ces données-là, c'est qu'elles sont continues sur le territoire et qu'elles nous permettent de prévoir les actions qu'on va faire. Donc comment on y accède à l'Office? Il y a plusieurs possibilités. Il y a un accès via les serveurs SIG locaux. Il y a un accès pour les MNX via des PDF qui ont été générés sur toute l'emprise du massif vosgien. Et il y a les accès avec Visulide que je viens de vous présenter. Pour les paramètres dendrométriques, donc toutes les variables qui arrivent par la suite, il y a un accès SIG Visulide. Et on a aussi mis à disposition des croisements qui permettent à large échelle de croiser à la fois les données géomatiques et les données du LIDAR, pardon, et pour avoir des synthèses à la parcelle, puisque le cœur de l'utilisation, c'est quand même Excel qui permet à chacun de refaire un peu ses ajustements et ses traitements. Donc ça, c'est à l'ONF. Au niveau externe, comme on a parlé tout à l'heure, au niveau des données MNX, donc MNH, PANT, il va y avoir des données qui vont être mises à disposition en open data via l'IGN, donc sur les blocs disponibles qui ont été volés. Par rapport aux paramètres dendrométriques, donc j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer, parce que pour l'instant, on n'a pas décidé encore la mise à disposition des données. C'est en cours de réflexion. Globalement, sur la forêt publique,
les réflexions sont plutôt avancées et tendent vers une mise à disposition en open data a priori prochainement. Il y a des questions au niveau de la forêt privée parce que ça engage la responsabilité des propriétaires et du coup, c'est des discussions qui sont avancées au niveau de l'ONF au niveau national et puis avec les ministères. Et pour refaire un point avec ce qui a été dit tout à l'heure, pour accéder aux données de l'ONF, il y a une page Open Data où on va récupérer les parcellaires et les autres informations et puis bien sûr Data Grand Test où on peut récupérer de l'information. Donc, je vais juste finir parce que c'est pour remettre un point, c'est que c'est une donnée qui est assez technique, assez complexe à intégrer. Donc, il faut avoir en tête que c'est un sujet qui existait un peu déjà de manière ponctuelle sur certains projets, mais qui va être amené à se développer. Donc, on a mis en place tout un système de formation à distance, de support, de présentation pour permettre aux équipes d'intégrer le fonctionnement de ces données-là. Il y a des outils aussi qui se mettent en place pour pouvoir faciliter l'accès aux données. Et il y a tout un maillage assez riche de compétences avec des référents LIDAR et géomatiques et aménagistes qui sont été formés et qui permettent à la fois de traiter ces données-là et puis à la fois de former les gens sur le terrain pour leur expliquer comment fonctionne la donnée. Et si vous voulez un exemple plus précis encore, je vous invite à regarder la présentation qui a été faite dans le cadre de la plateforme Osmose de l'hygiène de mon collègue Fabrice Koch qui représente un peu globalement et puis un agent qui montre concrètement avec Visulit comment ils utilisent ces données. Donc je vous ai mis le lien YouTube de la présentation. Donc voilà, enfin je vous remercie de votre attention et puis excusez-moi pour le petit souci technique. Je vous remercie. Pas de souci. Merci beaucoup Nicolas. On a une seule question qui a été posée par Aurore et elle se demande quel logiciel utilisez-vous pour le pré-traitement des données LIDAR et notamment le passage des nuages des points au raster. Alors, moi, je pense que les personnes, je reprends. On utilise un logiciel qui a été développé en interne qui s'appelle Computri et donc qui est accessible, je crois, librement et qui permet de faire ces traitements-là. Donc, on a toute une chaîne de traitement avec la pôle recherche et développement. Donc, j'ai vu Anne qui était là dans le webinaire et qui permet de faire ces actions-là. Donc, on a toute une chaîne de traitement et c'est cet outil-là qui est utilisé. Et après, on utilise le Esri pour plutôt mettre à disposition et faire les traitements après de consultation des données. D'accord, parfait, merci. Donc, merci pour cette présentation. Je laisse la parole maintenant à Fiona Alati pour sa présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude qui a été menée par le CNPF en 2021 en 2022 sur le suivi des dépérissements en forêt privée du Grand Est et l'analyse de la reconstitution. Alors, le suivi des dépérissements a répondu à une problématique principale qu'on a en forêt privée, c'était le manque de données chiffrées sur les dépérissements. Donc, pour cela, j'ai été missionnée donc en 2021 pour recenser toutes les déclarations de coupe qui dérogent au plan simple de gestion sur toute la région Grand Est de janvier 2017 à décembre 2022. Donc le plan simple de gestion, c'est un document obligatoire pour les forêts de plus de 20 hectares à l'heure actuelle, mais en 2021 c'était 25 hectares, qui comporte un programme des coupes et des travaux. Et lorsque il y a des phénomènes exceptionnels, les propriétaires peuvent faire des déclarations de coupe, des demandes de coupe, et c'est ce qui s'est passé notamment avec la crise sanitaire. Donc j'ai recensé toutes ces déclarations de coupe et il faut savoir donc que ça ne comprend pas les coupes qui sont prévues au plan simple de gestion, ni celles qui ont été réalisées dans des propriétés sans document de gestion durable ou avec des documents de gestion durable facultatifs comme les RTG et les CVPS. Est-ce que vous voyez toujours? Ouais. Okay. Oui, c'est bon, c'est bon. C'était parti. Donc, je me suis concentrée sur les déclarations de coupe d'origine sanitaire et les peuplements pauvres.
Et ce sont des formulaires qui donnent des informations donc sur la date de la coupe, la localisation, l'essence qui est coupée, la reconstitution plus ou moins, et des données de surface et de volume. Donc, concernant les données de surface et de volume, il faut faire attention avec cette valeur, ça reste du déclaratif par les gestionnaires ou par les propriétaires. Donc, c'est des ordres de grandeur. Et d'ailleurs, avec la cartographie de ces déclarations de coupe, et notamment des coupes rases, on a pu estimer qu'il y avait une surestimation de la part des propriétaires et des gestionnaires par rapport à ce qui était réellement coupé. Donc, la base de données géolocalisée comprend 1259 déclarations de coupe, dont 917 coupes rases, et je fais un focus sur les coupes rases puisque c'est sur celles-ci qu'on peut estimer des surfaces et des volumes. Donc, au total, on a donc depuis 2017 9000 hectares de coupes rases qui ont été recensés pour un volume de 1 571 000 mètres cubes. Donc, avec cette base de données, on peut faire un certain nombre d'analyses descriptives. Et je vais vous présenter 2 exemples ici. Donc, tout d'abord, vous avez un graphique du nombre de déclarations de coupe par an et par objet de coupe. Par objet de coupe, on entend l'origine pour laquelle le propriétaire gestionnaire a fait une déclaration de coupe. Donc, comme le scolite, les autres dépérissements quand il n'y avait pas de précision, la calarose, le peuplement pauvre ou un peu de puceron lanigère. Donc, on avait pris 2017 comme année de référence, donc avant la crise de scolite qui a démarré en 2018. Désolée. Donc, on a pris 2017 comme année de référence et ce qu'on peut voir donc, c'est une forte augmentation à partir de 2018 du nombre de déclarations de coupe qui ont été reçues au CNPF. Donc, avec une augmentation de 600% jusqu'en 2021 où on atteint notamment 343 déclarations de coupe reçues et absorbées par notre organisme. On peut voir que le scolite est la raison principale et écrasante du nombre de déclarations de coupe qu'on a reçues. Ensuite, les autres dépérissements et la calarose aussi qui commence qui prend de plus en plus d'ampleur dans la crise sanitaire. On a vu également qu'en 2022, il y avait une chute de 64% du nombre de déclarations de coupe. Et le suivi a vocation à être perpétué, notamment dans les années à venir. Second graphique sur la droite, ici c'est une analyse spatiale donc du nombre de déclarations de coupe et on peut voir que ce sont les départements de la Haute-Marne, des Ardennes et de la Moselle qui ont reçu le plus de déclarations de coupe donc sur la période de 2017 à 2022. Donc voilà, on peut faire ce type d'analyse temporelle et spatiale et avec la cartographie, on peut croiser aussi avec d'autres types de données. Donc la suite logique de ce suivi des dépérissements, c'était le suivi de la reconstitution et l'objectif là, c'était d'obtenir une vision sur les peuplements de demain, aussi les montants engagés par les propriétaires et assurer aussi un suivi administratif, notamment dans le cadre du plan de relance. Donc, j'ai été missionnée pour réaliser une base de données, cette fois-ci sur les dossiers d'aide financière à la replantation, donc toujours concentrée sur la reconstitution post-dépérissement et peuplement pauvre. Et pour cela, j'ai récolté les données de 6 dispositifs d'aide financière différents. Donc, on a le fonds FA3R, la Fondation Flores, le label bas carbone, Plantons pour l'avenir, le plan de relance RegioRoute 2 et Reforest Action. Et ici, sur la droite, vous pouvez voir 2 graphiques, c'est les mêmes types de graphiques qu'on a vus juste avant pour les dépérissements, mais on voit ici que la pluralité des dispositifs de financement et des sources de données, donc ça permet d'avoir un certain nombre de données à exploiter, mais ça entraîne également des différences dans l'interprétation et une vigilance à avoir dans les interprétations qu'on peut effectuer. Puisque tout simplement certains dispositifs comme le plan de relance qui est arrivé en 2021 et qui participe à 65% de la base de données n'existait pas avant, donc on n'a pas la même progression. C'est pareil pour RegioRoute 2 qui s'est déroulé sur 2019-2020. Donc voilà, c'est pas les mêmes interprétations.
Et pareil pour l'analyse départementale, on n'a pas réussi à avoir accès aux données plan de relance dans le Bas-Rhin et en Meurthe-et-Moselle, donc ça fait des données en moins. Ou alors le fonds FA3R qui se concentre sur le massif vosgien. On n'a pas de données en Champagne-Ardenne, par exemple. Donc, tous ces formulaires de dispositifs d'aide et ces bases de données que j'ai pu recueillir donnent des informations sur la date de la coupe, la date du reboisement, la localisation, l'origine de la coupe, les essences coupées et replantées, les dispositifs de plantation, les surfaces, les protections contre le gibier et les coûts. Et donc, on se concentre encore une fois sur les forêts privées, mais cette fois-ci, les forêts à document de gestion durable, donc plus uniquement les forêts à plan simple de gestion, sur toute la région Grand Est et de janvier 2017 à décembre 2022 également. Donc, au total, on a une base de données qui comporte 831 dossiers qui couvrent 5350 hectares, dont 3540 ont été considérés comme déjà reboisés ou ont apporté une preuve de travaux. Concernant les coûts, ils ont été calculés sur barème, donc ça doit être probablement sous-estimé, mais on a quand même recensé un total de plus de 28 millions d'euros qui ont été déboursés par les aides, et notamment 21 millions d'euros qui concernent l'aide qui a été apportée, 7 millions d'euros d'autofinancement par les propriétaires, dont 4 800 000 euros qui concernent les protections contre le gibier. Donc avec cette multitude de données, on peut faire plusieurs types d'analyses descriptives et aujourd'hui je vais vous présenter quelques exemples sans aller trop dans le détail parce qu'on peut faire vraiment une multitude d'analyses. Donc sur la gauche, vous avez un graphique de la surface de reboisement prévue par objet d'aide. Donc objet d'aide, on entend l'origine pour laquelle on fait un reboisement. Et on voit sans surprise que c'est le scolite qui concerne la majorité des dossiers, donc 66% des dossiers concernent le scolite. Ensuite, c'est peuplement pauvre et calarose, mais vraiment dans une moindre mesure. Concernant les essences de reboisement, ici on a un graphique sur la droite de la surface de reboisement prévue par essence, et on voit donc qu'il y a 5 essences principales. Le chêne Cécile, le Douglas, le peuplier, le mélèze et le pin laricio, qui à elles seules représentent 61% de la surface totale du reboisement prévu, dont 37% qui concernent uniquement le chêne Cécile et le Douglas. Donc ces informations-là sont assez importantes, notamment dans un contexte où il y a une certaine pression qui existe déjà sur la production de plants en pépinière. Donc, on peut déjà prédire qu'il y aura encore une pression sur ces essences. Un petit focus sur les dispositifs de plantation. Donc, on voit que l'énorme majorité des projets sont reboisés en plein. Donc ici, on a 92% de la surface qui est prévue en plantation en plein. Et les autres types d'itinéraires sylvicoles un peu innovants sont très très peu représentés. Sur la droite, vous avez un graphique de la surface de reboisement prévue par type de protection. Et on voit aussi que les propriétaires, enfin à 75%, les projets citent l'emploi d'au moins un type de protection. Donc avec le répulsif, on a eu des informations sur le répulsif, les protections individuelles et les clôtures, mais à savoir que ça, ce sont des données issues principalement du plan de relance et de quelques fonds de reboisement, parce que tout simplement, il y a certains fonds de reboisement qui ne financent pas les protections contre le gibier, donc ils ne gardent pas cette information. Donc ça, c'est une information qu'on a eu plus ou moins en fait dans la base de données. Donc, on a également digitalisé les projets de reconstitution à l'échelle de la parcelle du projet de reconstitution, avec pour objectif de faire plusieurs croisements SCG. Je vais vous présenter quelques résultats. Donc, on a pu croiser ces données avec les zones à enjeux sylvocynégétiques et on s'est aperçu que 20% des dossiers se situaient dans des zones à enjeux sylvocynégétiques. Et l'objectif, donc, c'était de faciliter l'identification des projets qui méritent une attention particulière
notamment due à la pression contre le gibier, à la pression du gibier, pardon, et aussi peut-être de les croiser avec les plans de chasse pour voir, voilà, tout simplement pour faire une analyse et se concentrer sur certains dossiers qui pourraient poser problème. Donc en zone à enjeu sylvocynégétique, on a retrouvé 173 dossiers qui couvrent 880 hectares. Et concernant les protections, c'est réparti assez équitablement en termes de surface entre le répulsif, les protections individuelles et la clôture. On a également croisé les projets de reconstitution avec les déclarations de coupe. Et donc là, l'objectif, c'était de suivre tout simplement le devenir des déclarations de coupe que l'on recevait au CNPF et pourquoi pas d'identifier des projets remarquables sur lesquels on pourrait emmener des propriétaires faire des tournées de terrain avec une coupe et son projet de reboisement et également aussi de faire un suivi administratif. Donc la principale conclusion qu'on a tirée de ce croisement, c'était que certains dossiers de subvention concerne plusieurs déclarations de coupe, puisqu'on a trouvé un croisement de 254 dossiers de subvention avec 376 déclarations de coupe. Donc en conclusion, le suivi des dépérissements a montré une baisse des déclarations de coupe en 2022 et comme je vous l'ai dit, on a pour objectif de reprendre le suivi cette année puisqu'on s'est rendu compte qu'il était utile dans plusieurs domaines. Le suivi de la reconstitution, lui, a montré une redondance dans les itinéraires sylvicoles mis en place, notamment dans l'utilisation surreprésentée de la plantation essentiellement en Douglas en chêne Cécile. Donc les itinéraires innovants sont peu représentés et ce type de plantation avec peu d'essence, avec des essences surreprésentées plutôt, peut accroître la pression qui existait déjà sur la production de plants et aussi sur la main-d'œuvre. Donc les montants engagés sont importants, même si, je rappelle, ils ont été calculés sur barème, donc probablement sous-estimés. Et ça nous a aussi permis de mettre le doigt sur l'enjeu majeur pour les propriétaires forestiers, qui était la reconstitution des propriétaires forestiers qui ont déjà été impactés par la crise sanitaire. Donc tout d'abord parce que ils font des demandes d'aide. Ils s'engagent financièrement à hauteur notamment de 7 millions d'euros. Et ils s'engagent également dans les protections contre le gibier. Donc la pression contre le gibier, c'est vraiment un sujet préoccupant. Les perspectives de cette analyse, ce serait de réaliser un suivi de la reconstitution effective, donc notamment avec l'obligation de résultat et voir si il y a eu des modifications en termes d'essence. Est-ce que, les taux de réussite, est-ce qu'on a réussi à fournir les plans, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce que la pression, comment la pression du gibier a été gérée et ce genre de choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Fiona et merci aussi aux autres intervenants et je vous invite à rallumer leur caméra. Et pour conclure, j'aimerais remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation. Ce qu'on a pu retenir de ces webinaires, c'est que l'ensemble des initiatives présentées aujourd'hui mettent en avant des efforts pour la gestion durable et des résiliences des forêts dans la région Grand Est. Et l'analyse spatiale, la transparence des données, la coopération entre les acteurs sont des éléments clés pour répondre aux défis actuels et futurs, et il est important de continuer ces efforts de suivi et de collaboration pour assurer la pérennité et la résilience de nos forêts. Donc, je vous propose de conclure ce webinaire. Merci à tous et on se voit bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.